Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous plonge au cœur de l'histoire orientale. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Les Abbassides, les Omeyyades, les Almoravides, Bagdad et les Mille et une nuits, Al-Andalus et l'Alhambra de Grenade. Voilà l'univers où nous convie François Reinhardt dans son ouvrage L'Orient mystérieux et autres fadaises. Et pour ma part, je vais commencer par vous raconter l'invraisemblable histoire du plus grand médecin musulman, Avicenne. Et tout à l'heure, vous recevrez le directeur de la rédaction et le rédacteur en chef d'Historia. Oui, Pierre Baron et Patricia Crété qui viendront nous présenter la 4e édition des prix Historia. Nous allons évoquer d'ailleurs les lauréats de ces prix pendant toute cette semaine. Mais tout de suite, cap sur la Perse en l'an 1000. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ali al-Hussein ibn Sina, que nous appelons Avicenne en Occident. Ibn Sina, ça donne Avicenne. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est ainsi. Avicenne, donc, survit dans la mémoire des hommes comme l'un des plus grands médecins de tous les temps. Mais il n'était pas seulement le maître de la médecine musulmane aux alentours de l'an 1000. En fait, c'est un génie universel que nous allons suivre sur le tumultueux chemin d'une vie tout à fait extraordinaire, depuis Boukhara, près de Samarcande, jusqu'à Ispahan et à sa mosquée bleue. Je dois vous avouer que j'ai découvert Avicenne il y a des années de cela grâce à la biographie romancée qu'en avait donnée Gilbert Sinoué et qui s'intitule Avicenne ou la route d'Ispahan. C'était paru chez De Noël et aujourd'hui on trouve cet ouvrage en édition de poche chez Folio. Pour écrire ce beau livre, Gilbert Sinoué s'est appuyé largement sur le texte établi par l'un des proches disciples, par un ami du grand savant, qui s'appelait Abou Obeid al-Jojani, et qui a vécu dans l'ombre d'Ibn Sina pendant un quart de siècle. Alors nous allons nous aussi nous inspirer de cette quasi-hagiographie officielle, tout en essayant de voir ce qu'a pu être le rayonnement d'Avicenne, de son vivant, mais surtout après sa mort. Le début du livre de Jojani a été dicté par Avicenne lui-même, autant dire que nous disposons sur la jeunesse du personnage d'une source de première main, certes, mais qui était une source évidemment tout à fait subjective. Je vous situe un peu les choses. Ibn Sina, donc on va l'appeler Avicenne, ce sera peut-être plus simple, naît en 980. On est à l'époque carolingienne, chez nous, à une époque où de par le monde, on voit progresser un certain pragmatisme, une orientation technicienne des choses, quelque chose comme les prémices de ce qu'on va appeler l'aristotélisme qui fait bon ménage avec le rationalisme abstrait. C'est l'époque des horloges à eau, du feu grégeois, tout ça est monnaie courante au Xe siècle. En terre d'islam, on assiste à une renaissance de la pensée qui s'appuie sur la traduction de la science et de la philosophie grecque. Ça, c'est assez fondamental. Et dans un instant, avec François Reinhardt, on va voir à quel point, finalement, tous ces savants ont sauvé la pensée grecque. Tout près de Boukhara, donc on est aujourd'hui en Ouzbékistan, en Asie centrale, naît donc Avicenne, dans la capitale de la dynastie des Samanides, qui sont des musulmans. Ces Samanides, c'est la première dynastie purement persane qui s'élève en Iran après la conquête arabe. Et c'est très important, ces Samanides, ce sont eux qui vont redonner confiance, qui vont redonner une certaine fierté au peuple iranien, au peuple persan. Avicenne est le fils du préfet d'un district de la région de Boukhara. Sa mère était une simple paysanne. Il est le fruit d'une mésalliance. Ça jouera très probablement sur son avenir et sur son enfance. Très tôt, cet enfant-là montre les signes de la plus vive intelligence. À 2-3 ans, il parle couramment. C'est assez stupéfiant. Il s'intéresse d'ailleurs déjà au Coran. Il parle non seulement la langue avestique locale, mais il s'exprime très vite, assez couramment en arabe. Voilà ce que nous dit Mohamed Asimov. On raconte qu'un jour, la mère du tout jeune Hossein baignait celui-ci dans une cuvette où elle laissa par mégarde tomber une bague en or qu'elle jeta ensuite avec l'eau du bain. S'étant aperçue de la disparition du bijou, elle en rendit responsable une servante qu'elle châtia sévèrement. Alors le petit Hossein
voulu réparer l'injustice. « Mère, dit-il, tu peux demander pardon à la servante, elle n'a pas perdu ta bague. » Tels auraient été les premiers mots, en tout cas les premiers mots répertoriés d'Avicenne en ce monde. Vous êtes bien conscient qu'il y a une véritable hagiographie sur ce personnage. On a construit, on a tissé la légende d'Avicenne et un certain nombre des épisodes qui émaillent sa vie sont au moins aussi légendaires qu'historiques, évidemment. À 10 ans, en tout cas, on prétend qu'il avait totalement achevé son programme scolaire. Il était capable de réciter par cœur les 114 chapitres du Coran. Et il avait déjà, par ailleurs, emmagasiné un savoir prodigieux au point que, semble-t-il, son propre précepteur, le philosophe Nabili, ait été obligé de déclarer forfait. Il n'avait plus rien à apprendre à cet enfant ou à cet adolescent. À 16 ans, dit-on, et même selon certains biographes, à 15 ans, Avicenne était déjà un médecin et un médecin réputé. On voyait les malades affluer vers lui. Il n'est pas seulement un savant et un praticien, on disait qu'il avait une empathie considérable et qu'il avait l'intelligence des êtres. Il était capable de comprendre d'une manière globale les phénomènes, les patients qui étaient en sa présence. Il considérait chaque cas médical comme une véritable énigme à résoudre. À 18 ans, il a, dit-on, assimilé tout le savoir du temps d'une manière encyclopédique. Voici ce que dit son disciple, c'est toujours Juzjani qui parle. Vers 18-19 ans, je m'étais familiarisé avec toute la science philosophique. Il parle à la première personne. La logique, la physique, les mathématiques, la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie, la musique, la médecine et maintes autres disciplines, de sorte que je ne rencontrais personne qui pût me tenir tête. C'est ce personnage tellement précoce qui va être appelé à la cour de l'émir Nouh ibn Mansour, qui était tombé malade et qu'aucun médecin n'arrivait à l'époque à soigner. Alors, nous dit toujours Juzjani, Avicenne se présente et il arrive, il est déjà très réputé pour l'ampleur de ses études. On a parlé de lui devant le prince et le prince a eu la bonne idée de le convoquer. Je dis qu'il a eu la bonne idée parce que Avicenne va guérir l'émir et immédiatement, bien entendu, c'est pour lui la fortune, c'est la reconnaissance. Il va devenir un médecin de cour. Il est entré dans les bonnes grâces du prince qui surtout va lui ouvrir sa bibliothèque. Et c'est là, et c'est de cette manière qu'Avicenne va faire connaissance avec les grands savants de l'Antiquité. C'est de cette manière qu'il va se familiariser avec le savoir des Grecs. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes toujours au cœur de l'histoire orientale avec vous, Franck Ferrand. Vous nous contez l'histoire d'Avicenne. En l'an 1001, c'est-à-dire qu'il c'est encore un jeune homme, il a 21 ans, Avicenne réalise que la dynastie samanide est fragile, il prend conscience de la précarité de l'État et il décide de s'en aller. Il part pour Gorganj, qui est la capitale de l'actuel Turkménistan. Et là, il fait la connaissance d'un vizir qui s'appelle Abdul Hossein al-Sohaili, qui est épris de science, qui est un esprit très ouvert, qui est lui-même un esprit encyclopédique et qui va devenir un ami d'Avicenne, qui le présente donc au prince local, Ali ibn Mamoun, un homme qui a lui-même regroupé autour de lui toute une cour de savants comme Al-Biruni, pas n'importe qui, l'homme quand même qui a étudié la rotation de la Terre, non seulement autour de son axe, mais autour du Soleil, et qui avait écrit à l'époque déjà 70 ouvrages d'astronomie. Il y avait à cette cour Abu Nasr el-Harak, il y avait Abou Sal, le penseur chrétien, un certain nombre d'autres. C'était une sorte d'académie musulmane de l'époque. C'est une période extrêmement brillante de la vie d'Avicenne. Le jeune Hossein est très heureux au milieu de cette espèce de bouillon de culture. Ça non plus, ça ne va pas durer, puisque Mahmoud exige le transfert des hommes de science réunis à Gorganj. Alors, la plupart acceptent, Mahmoud notamment s'incline, pas Avicenne, qui lui s'enfuit avec Abou Sal, le chrétien. Il passe par le sud-est de la mer Caspienne. Il se retrouve assez vite seul, puisqu'Abou Sal va mourir en cours de route. Et lorsqu'il arrive à Gorgan,
Avicenne fait la connaissance de Jouzjani. C'est là qu'il va rencontrer celui qui deviendra donc son disciple et son fidèle jusqu'à la mort. Il vit pendant 2 ans à Gorgane. Il se consacre à la lecture, à l'écriture. C'est notamment là qu'il commence à écrire le fameux canon de la médecine, qui sera l'une de ses œuvres principales. Je vais vous en dire un mot dans un instant de ce canon, mais évidemment, il est très vite repéré. Il doit quitter Gorgane. Il se rend à Rai. On est là au sud-ouest de Téhéran. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines de cette petite ville. Il se trouve appelé par la mère du prince Magdolawa qu'il va soigner et qu'il guérit. Et c'est là qu'on va lui donner ce surnom de Shir el-Raïs. Il devient le premier des sages, en quelque sorte. Il devient le grand maître. Alors, quels sont les préceptes d'Avicenne tels qu'ils figurent dans le canon de la médecine? D'abord, une recherche essentielle et constante de l'équilibre et de l'unité. C'est cette espèce de recherche d'harmonie, vous savez, qu'on retrouve dans toute cette culture arabo-musulmane. On va en parler dans un instant, évidemment, avec François Reinhardt. Il ne doit pas y avoir, nous dit Avicenne, de contradiction entre corps et esprit, mais pas non plus entre individu et société, ni entre science et foi. Il y a une sorte de continuum entre la nature et l'homme, et entre ce qu'il y a de rationnel et ce qu'il y a de religieux dans la pensée. La médecine d'Avicenne, il faut le savoir, il faut le comprendre, a d'emblée éliminé toutes les explications magiques, maléfiques, irrationnelles, etc., pour se concentrer sur des explications compréhensible et rationnelle. Avicenne distingue la médecine en médecine théorique et médecine pratique, et il subdivise celle-ci en médecine curative et médecine préventive, une médecine préventive qui chez lui joue un rôle tout à fait essentiel. Et puis, et c'est peut-être ce qu'ont retenu les médecins modernes de l'expérience de ce très grand praticien, qui, vous l'avez compris, est en même temps un sage, c'est que l'essentiel de l'attention doit se porter sur 7 domaines qu'a parfaitement identifié Avicenne: l'hygiène du tempérament, et là c'est ce qu'il appelle le milieu intérieur, le choix des aliments et des boissons, ça c'est l'hygiène du milieu intégré, l'assainissement des excréta, l'hygiène de la constitution, c'est toute la notion de forme physique, et c'est ici qu'intervient notamment la médecine préventive, l'assainissement du milieu inhalé, et c'est la première fois qu'on s'intéresse à l'atmosphère sans en connaître d'ailleurs la cause. Avicenne ne sait pas forcément pourquoi il tient à ce que ces malades respirent un air pur, mais en tout cas c'est ainsi. Hygiène vestimentaire, hygiène de l'activité corporelle, enfin hygiène de l'activité mentale. Et dans cette activité mentale, il n'y a pas seulement la pensée, il n'y a pas seulement les disciplines de l'esprit, il y a également la bonne régulation des heures de sommeil et des heures de veille. Vous l'aurez compris, Avicenne soigne autant l'âme que le corps, et l'on peut dire que, au-delà d'une grande médecine, c'est une véritable philosophie qu'il a contribué à développer et à faire connaître, une philosophie dont une grande partie est empruntée à des savoirs plus anciens. Mais ça, nous allons voir juste. Un extrait de Sur un marché persan d'Albert Kettelbé. Et Franck Ferrand, vous continuez à nous parler de la vie d'Avicenne. Alors quand je vous raconte la vie d'Avicenne, on a presque l'impression que c'est seulement un sage qui consulte ses malades le matin et qui passe ses après-midi à écrire le canon de la médecine, ou surtout ce qui va devenir le grand livre d'Avicenne, Al-Shifa, c'est-à-dire le livre de la guérison de l'âme. En vérité, les choses ne sont pas aussi simples. D'abord, Avicenne a eu toute sa vie un grand nombre de concurrents. Il a semé sur sa route un grand nombre d'envieux qui l'ont accusé de tous les maux, et notamment beaucoup de compilations. Ça n'est pas entièrement faux, puisqu'une part non négligeable des sommes écrites par Avicenne, on dit qu'il écrivait entre 50 et 60 pages par jour. Une grande partie de ce qu'il écrivait était effectivement puisée à des sources plus anciennes, qu'il recyclait, dont il faisait son miel. Ça, c'est incontestable. Mais il y avait chez lui une véritable originalité et une véritable singularité de l'esprit. Et puis d'autre part, et je n'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, il faut bien avoir à l'esprit que sa vie est une perpétuelle course-poursuite avec les autorités successives. En 1021, le prince Shamso-Dawla vient à mourir et son fils ne veut plus d'Avicenne comme conseiller. Il faut dire que Avicenne, depuis plusieurs années, était devenu le vizir, il était devenu le premier personnage de la cour. Et le fils veut changer de conseiller, et à partir de là, il devient l'ennemi d'Avicenne, qui se cache dans un premier temps chez un ami, qui prépare sa fuite. C'est d'ailleurs pendant le temps où il est dans cette cachette qu'il va achever quasiment le livre de la guérison de l'âme, Al-Shifa, sans source.
parce qu'il n'a pas de bibliothèque à sa disposition à ce moment-là. Donc il puise tout dans sa prodigieuse, dans son invraisemblable mémoire. C'est en tout cas ce que veut nous laisser penser son disciple. Et puis, ayant adressé une lettre au prince Alaudaoula d'Ispahan, eh bien, il va partir pour Ispahan. Problème, la lettre est interceptée. Grâce à cette lettre, on arrive à retrouver ses amis et donc sa cachette. Il est arrêté, emprisonné avec son disciple Juzjani et il va passer là 4 mois terribles. Mais 4 mois terribles pendant lesquels néanmoins il continue d'écrire et de dicter. Il va écrire 3 grosses sommes médicales, dont une très célèbre qui sont les fameux remèdes pour les maladies cardiaques d'Avicenne. Vous voyez l'espèce de capacité de cet homme à surmonter constamment des épreuves incroyables et à, en dépit de toutes les vicissitudes et de toutes les difficultés d'une vie vraiment chaotique, à accumuler les sommes et à développer un certain nombre de thèses et de traités qui sont des traités médicaux, mais encore une fois, vous l'aurez compris, pas seulement médicaux. Lorsque, après la victoire du prince d'Ispahan, Avicenne retrouve la liberté, il doit rester dans un premier temps vivre à Ramadan. Il s'enfuit en 1023 et là il gagne Ispahan, toujours en compagnie de Juzjani d'ailleurs. Il est placé à ce moment-là sous la protection du prince Alaudaoula et c'est, on peut dire, dans ces conditions alors nettement plus tranquilles qu'il va passer les 14 dernières années de sa vie. Et ça c'est très important. Car si Avicenne n'avait pas bénéficié pendant de nombreuses années, pendant 14 ans, de la protection du souverain d'Ispahan et s'il n'avait pas vécu dans une forme de tranquillité à la fin de ses jours, il n'aurait pas eu le très grand nombre de disciples que l'on sait et il est très probable donc que sa mémoire ne nous serait pas parvenue, en tout cas dans les mêmes proportions. Avicenne, grâce à cette période de paix à la fin de sa vie, va pouvoir faire école et il aura de très très nombreux disciples, bien entendu. Il mourra au cours d'une campagne menée pour le prince d'Ispahan. Il n'est d'ailleurs pas mort au combat, il va mourir simplement d'une affection intestinale. Comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Il mourra le premier vendredi du mois de Ramadan 428, donc on est de l'Hégire, donc on est en 1037, ce qui est facile à calculer puisqu'il était né en 980, il meurt à 57 ans. Alors, une légende voudrait qu'Avicenne ait voulu survivre en quelque sorte, ait voulu revenir de la mort, ait voulu vaincre le trépas. Il aurait préparé 40 produits différents que son disciple devait lui administrer dans un certain ordre aussitôt après qu'il serait passé de vie à trépas. Le disciple, dit-on, se serait acquitté de sa tâche avec beaucoup de précision et à sa stupéfaction, à mesure qu'il administrait au cadavre d'Avicenne les soins qui avait été prévu, eh bien il voyait ce corps redevenir souple, rajeunir à vue d'œil, et voilà que le visage du maître redevient rose, et voilà que sa respiration peu à peu reprend. Il y avait une dernière ampoule qu'il fallait lui donner pour qu'il reprenne conscience et pour qu'il se remette à parler. Alors Juzjani est là avec l'ampoule, il la casse, dit-on, et un peu fébrile, eh bien il fait tomber le précieux liquide. Il ne pourra pas ranimer son maître qui restera au paradis d'Allah. C'est en tout cas bien entendu la légende qu'on racontait. On se demande du reste pourquoi raconter de si fortes légendes lorsqu'on a affaire déjà à une réalité aussi extraordinaire. Bonjour François Reinhardt. Bonjour Franck. Alors on a bien compris que cette vie d'Avicenne est en partie légendaire, bien entendu. Comme tous ces très grands savants de l'époque de l'an 1000, on a beaucoup brodé, il y a eu toute une tradition qui s'est développée. Le personnage n'en reste pas moins un des grands maîtres de la pensée musulmane. Alors il reste non seulement un des grands maîtres de la pensée musulmane, mais il va devenir un des grands maîtres de la pensée européenne. C'est grâce à des noms comme Avicenne, grâce à cette transmission qui va se faire vers le XIIe, XIIIe siècle du monde arabe jusqu'au monde européen que l'Europe va se développer, elle lui doit beaucoup. Dans un instant, nous allons voir exactement ce qu'on doit non seulement à Avicenne, mais à tous les autres. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de l'Orient mystérieux et autres fadaises avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, François Reynard, journaliste au Nouvel Observateur. L'Orient mystérieux et autres fadaises dans la lignée de nos ancêtres les Gaulois, c'est le nouvel ouvrage de François Reynard qui nous raconte l'Orient et qui nous le raconte, j'ai envie de dire, avec des mots simples. Vous avez fait comme le général de Gaulle, François Reynard, vers l'Orient compliqué, vous avez volé avec des idées simples. J'essaie d'en revenir avec des idées simples. Je suis très frappé du fait que sur l'histoire de l'Orient en général, du monde arabo-musulman, on a tous des images dans la tête ou quelques noms. Vous avez parlé magnifiquement d'Avicenne, on a les croisades, on a les califes de Bagdad, ceux de Cordoue, mais qui nous manque. Les Mille et une nuits, tout simplement. Les Mille et une nuits, voilà, mais qui nous manquait un ouvrage qui donne un petit peu le cadre de tout ça. Je suis comme vous, moi je pense que le cadre chronologique c'est important, donc j'essaie de redonner un ouvrage qui aille depuis Alexandre le Grand, depuis les Grecs, jusqu'aux révolutions arabes, pour dire voilà qu'est-ce qui s'est passé au long de ces siècles et pourquoi c'est intéressant pour nous cette histoire-là. Alors, depuis le 17, 18 et surtout 19e siècle, on peut dire que la pensée arabe s'est un petit peu enquistée, c'est un petit peu arrêtée, mais ce qu'on a tendance à oublier du coup, c'est qu'il y a eu une très grande philosophie arabe dont Avicenne n'est qu'un des nombreux porteurs. Absolument, et qu'il y a eu une très grande puissance arabe dont en Occident on n'a plus tellement de souvenirs parce que nous on a tendance à être très occidentalo-centrés, on voit notre histoire à nous. Alors pour dire les choses simplement en un mot, il y a le prophète Mahomet qui meurt en 632, voilà, et puis ensuite de là commencent les conquêtes arabes. Ces conquêtes arabes, c'est un moment assez extraordinaire de l'histoire militaire du monde parce que ils vont réussir, ces conquérants arabes, en un siècle, 632-732 à peu près, ils vont réussir à conquérir un empire qui va des confins de la Chine jusqu'aux Pyrénées, d'accord ? C'est extraordinaire. Bon, ça, c'est un empire avec une dynastie d'abord qui s'appelle les Omeyyades, puis ensuite la dynastie suivante qui va s'installer à Bagdad s'appelle les Abbassides. C'est une conquête d'une rapidité foudroyante, incroyable, alors presque unique dans l'histoire. C'est à ce point-là, et qu'ils aient réussi à bâtir un empire qui soit resté longtemps. Attila avec ses Huns, il avait eu une conquête extraordinaire, mais il n'en restait rien. Voilà. Là, ils ont réussi à bâtir cet empire, donc qui devient l'empire abbasside, et effectivement qui va devenir à Bagdad un des creusets du savoir du monde. Alors pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, Bagdad, donc avec ces califes qui s'appellent les Abbassides, s'est créé vers 750. En 800, donc ça c'est facile pour les gens qui aiment l'histoire, parce que 800 c'est Charlemagne qui se fait couronner empereur à Rome. Eh bien en 800, la plus grande ville d'Europe, c'est Rome, qui a à peu près 30 000 habitants, et Bagdad, qui vient d'être construite 50 ans avant, c'est 1 million d'habitants. D'accord ? Ça donne un rapport de ce que c'est que la puissance arabe en 800 et la puissance Europe. La puissance Europe, c'est encore rien du tout. Nous, on est des petits barbares dans un coin, et là, voilà. Et c'est à ce moment-là, c'est dans ce creuset de Abbassides qui ramassent les cultures qu'il y avait avant. Donc, comme ils vont jusqu'à la Chine, toute la technologie chinoise, par exemple le papier arrive à Bagdad, par exemple plus tard la poudre à canon, tout ce qui vient d'Inde, la philosophie indienne, etc., est ramassé. Tout ce qui était le puissant empire perse qu'il y avait avant, dont vous avez parlé, Avicenne, c'est quelqu'un qui vient de la tradition de la culture perse, eh bien tout ça à Bagdad va donner cet âge d'or arabe extraordinaire dans lequel effectivement on apprend tout, on refait tout, les sciences en particulier, la philosophie, etc., et dont Avicenne est un représentant, mais il y en a plein d'autres. Avicenne et toute cette cour de Gorgange dont on parlait tout à l'heure, un certain nombre de penseurs ont exhumé de grands textes de l'Antiquité grecque et ils ont fait d'un personnage, ils ont fait d'Aristote un peu leur phare. C'est très important parce que on va pas faire de philosophie facile à ce micro, mais il y a ces deux grands personnages, ces deux grands auteurs que sont Platon et Aristote. D'un côté l'idée, la théorie pour aller très vite, et de l'autre la pratique et l'empirisme en quelque sorte. En l'occurrence, Avicenne et les penseurs arabes mettent Aristote sur un piédestal. Ils vont développer une vision pragmatique, une vision pratique totalement empirique du monde. C'est très important, mais évidemment, ça s'oppose parfois au Coran. Ça. Alors tout à fait, ça c'est effectivement, comme vous le rappelez, ça c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que ça a commencé même 2 siècles avant Avicenne, quand nos Abbassides sont à Bagdad. Le calife abbasside s'appelle Al-Mamoun, qui est quelqu'un de formidable. Il y a Aristote qui lui apparaît en rêve pour dire à quel point Aristote est important. Et Aristote lui aurait dit dans son rêve, tu vas faire la maison de la sagesse, dans laquelle il y aura toute la bibliothèque de tous les savoirs du monde. Et effectivement, Aristote, dans la culture arabe, devient quelqu'un de très important. Il est porté par ce courant dont Avicenne est un représentant. On appelle ça, les Arabes, ils appellent ça la falsafa, la philosophie. La philosophie en arabe. Et effectivement, vous avez raison, ce qui heurte beaucoup de conscience, c'est qu'il y a des gens, Avicenne, ou bien 2 siècles plus tard dans le monde de l'Andalousie arabe, Averroès, qui est un autre nom très important de la philosophie, qui disent, ces deux-là disent,
bon, il y a Aristote qui a la raison, puis de l'autre côté, il y a le Coran qui est la religion. Alors comment est-ce qu'on concilie les deux? Mais en tout cas, ils essaient de concilier les deux. Et effectivement, dans le monde arabe, il y a d'autres gens qui disent non, pas du tout, seul le Coran a raison, donc vous devez éliminer Aristote, et on élimine Aristote. Il y a quelqu'un qui s'appelle Al-Razali qui est celui qui dit ça. Et Al-Razali, lui, c'est un orthodoxe, si je puis dire, du Coran. C'est ça, c'est que le Coran, et la philosophie ne doit pas exister, c'est votre faux Dieu, là, d'Aristote, il faut en finir avec ça. Et en tout cas, ce qui est très important, c'est que ça, on est, alors vous avez dit vers l'an 1000, ça c'est Avicenne, vers l'an 1200 à Cordoue, ça c'est Averroès. Et puis que ensuite, cette chose-là va disparaître dans le monde arabe, c'est-à-dire qu'on va décider, les oulémas, les penseurs de la loi, etc., vont dire c'est fini, vous n'avez plus le droit de penser ça, maintenant c'est le Coran et c'est tout. Et la philosophie, ça c'est Satan, on n'a pas le droit d'y penser. Et ce même mouvement, vers le 12e, 13e siècle, va remonter en Europe. Je parlais d'Averroès qui était en Espagne. Eh bien, les chrétiens reconquièrent l'Espagne. Et quand les chrétiens reconquièrent l'Espagne au XIIIe siècle, il y a plein de textes qui sont traduits. Une passation qui s'effectue. Voilà. En fait. Il y a une transmission. Et donc, il y a les textes Aristote, etc. Toute la philosophie, la pensée d'Averroès, la pensée d'Avicenne, son canon de médecine dont vous avez parlé. Tout ça remonte vers le nord. Là, on est au XIIIe siècle, vers le nord, c'est-à-dire vers l'Europe. Et dans les universités qui sont créées à ce moment-là, ça naît à ce moment-là les universités, en Sorbonne, à Toulouse, à Montpellier, en Angleterre, etc. On étudie les Grecs, Aristote, c'est la révolution aristotélicienne, c'est saint Thomas d'Aquin là, à ce moment-là. Exactement. Et on a le même choc que les Arabes ont eu 2 siècles avant, c'est-à-dire, mais alors dans les évangiles, il n'y a pas tout. Comme les autres avec le Coran, c'est la même chose, c'est ce qu'on appelle la scolastique. Et là, il y a une chose qui va se passer en Europe qui ne s'est pas passée dans le monde arabe, qui est très importante, c'est qu'en Europe, saint Thomas d'Aquin, dont on a parlé, il fait la synthèse entre les deux. Il dit il faut penser les deux. La philosophie, la servante de la théologie, mais il faut quand même penser les deux. Et eux, les Arabes, eux, du côté musulman, c'était non, seul le Coran. Et une des explications du développement de l'Europe et du fait que le monde arabe va stagner à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est celle-là. C'est que on n'a pas fini de recevoir des messages et des mails parce que c'est vrai que nous simplifions beaucoup, mais c'est pour essayer de donner les lignes de force de tous ces grands mouvements. Je me rappelle un film de Youssef Chahine sur Averroès qui était absolument magnifique. Et où on voyait à quel point ce penseur et cet amoureux de la philosophie était persécuté littéralement. Oui, c'est ça. Tout à fait. Bravo, le film est merveilleux. J'ai oublié le nom de ce film de Youssef Chahine. Et dans ce film, effectivement, on voit à un moment, il y a Averroès, donc qui est ce savant très ouvert, merveilleux de Cordoue, qui est chassé parce que il y a une nouvelle dynastie qui arrive à Cordoue, qui dit tu t'en vas, tu es impie, etc. Donc lui qui part en exil au Maroc vers le sud. Et pendant ce temps-là, il y a un petit chrétien qui travaille avec lui, qui prend les textes d'Averroès et qui les remonte en Europe. C'était ce que Chahine voulait dire pour dire pourquoi on a laissé partir cette richesse. Alors, dans le précédent ouvrage chez Fayard, qui était un peu le grand frère de celui-ci, François Reynard, vous tordiez le cou à un certain nombre de légendes. Et je me suis dit, quand j'ai ouvert celui-ci, j'ai pensé que notamment sur Al-Andalus, sur l'Andalousie arabe, vous alliez nous dire, parce que c'est assez la mode depuis plusieurs années de dire ça, qu'en fait, c'était pas si merveilleux qu'on l'a dit. Mais non, au contraire, vous nous dites, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, disons que alors là, j'essaie d'être mi-chef, mi-chou. Oui, disons que, en tout cas, ce que j'ai essayé de dire, que cette Andalousie, on en a une image, c'est le 19e siècle qui a construit ça. L'image de Grenade et les fontaines de roses. Les grands historiens du XIXe siècle étaient très anticléricaux et donc par haine de l'Église catholique, ils disaient mais voyez comme l'islam c'était formidable en Andalousie, tout ça. Et donc on a construit un petit peu effectivement les grenades, les fontaines, les merveilles, etc. Ce que j'essaie de raconter là-dedans, c'est qu'il faut être plus partagé. Dans cette Andalousie musulmane qui a duré de 700 à peu près jusqu'en 1450, il y a eu des moments de grande ouverture, de grand épanouissement. À un moment, à Cordoue, il y a des gens qui se sont déclarés califes, qui ont dit c'est nous qui succédons aux prophètes. Ça c'était vers l'an 900, ils ont fait des grandes bibliothèques, etc. Et puis il y a aussi d'autres dynasties qu'on appelle les Almohades, les Almoravides. Ceux-là venaient du sud du Sahara, venaient du sud du Maroc, et eux étaient très intransigeants. Donc cette Andalousie musulmane, oui, elle a eu des moments de grande gloire, mais sous les Almohades, les Almoravides, elle a eu des moments de grande fermeture aussi. Oui, c'est ça, de crispation. Voilà. Alors justement, on voit, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, on voit l'Occident s'épanouir au 12, 13 et même encore 14e siècle, même si ça commence à aller moins bien, au moment même où le monde arabo-musulman est en repli, mais on peut dire que le salut pour l'islam va venir, au milieu du XVe siècle, va venir de la chute de Constantinople et de l'arrivée des Ottomans. Ces Ottomans, nous en parlons en votre compagnie, François Reynard, dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
écoutait Gabriel Yared sur Europe 1 avec un extrait des Mille et une nuits. Et nous sommes toujours au cœur de l'histoire de l'Orient mystérieux et autres fadaises avec vous, Franck Ferrand, et votre invité François Reinhardt, journaliste au Nouvel Observateur, auteur de l'Orient mystérieux et autres fadaises aux éditions Fayard. Alors nous mettons le cap sur la Turquie, François Reinhardt, sur cet endroit merveilleux, sur la corne du Bosphore. Dont le nom même est curieux finalement, parce qu'après tout, quand on regarde une carte, là on voit la Turquie, on voit tous à peu près où c'est sur une carte aujourd'hui, mais on se dit après tout, mais avant c'était quand même l'Empire romain ce truc-là, c'était ce qu'on appelait l'Asie mineure. L'Asie mineure, voilà. Et ben oui, c'est le même endroit, parce que à l'époque où il y avait le califat abbasside dont on parlait tout à l'heure, les califats abbassides ont fait venir dans le monde arabe des mercenaires turcs, et peu à peu, des tribus turques se sont installées, et peu à peu, vers le XIVe siècle, elles se sont installées en Asie mineure, et peu à peu, l'une de ces tribus, dont le fondateur s'appelait Othman, donc on les appelle les Ottomans, les Ottomans, ça vient de là, les descendants d'Othman, et bien peu à peu, ils ont conquis l'ensemble de l'Asie mineure et les Balkans. C'est très important. Donc ils ont fait un empire qui a été un empire extraordinaire. Puis cet empire qui a été à son apogée à l'époque de Soliman le Magnifique, au XVIe siècle, dont la grande date, comme vous venez de le dire, c'est que ces Ottomans, ils ont conquis les Balkans, ils menacent les frontières de l'Autriche et de Vienne, ont conquis les Asie mineure et ils font tomber Constantinople, la grande ville. Constantinople, qui est la deuxième Rome, qui était la capitale de l'Empire byzantin. Évidemment, lorsqu'ils sont dans Constantinople, ils sont de nouveau en contact avec un certain nombre des trésors de la pensée occidentale aussi, parce que tous les grands savants, etc., n'avaient cessé depuis des siècles de recopier les maîtres. Tout à fait. Et donc ces Ottomans, quand ils y arrivent, le premier conquérant, celui qu'on s'appelle Mehmet le Conquérant, celui qui conquiert Constantinople en 1453, lui, il va se donner plein de titres. Le sultan ottoman, c'était pas le cousin du roi, c'était pas n'importe qui, c'était le prince universel. Et dans ces titres, alors j'ai oublié lesquels, parce que des titres, il y en a 1000, mais dedans, il y a sultan des Romains. C'est-à-dire que lui, son idée à lui, c'était, moi, je vais refaire l'Empire romain, je vais être comme étaient avant les empereurs. Et effectivement, il va réussir, Mehmet et ses successeurs, jusqu'à Soliman le Magnifique, à conquérir des portes de l'Autriche jusqu'aux frontières du Maroc, à faire tout le tour de la Méditerranée. Voilà, tout le bassin méditerranéen. Tout le bassin méditerranéen redevient ottoman, et eux donc disent, voilà, on est comme Auguste, on est comme les Romains à l'époque, on fait le tour de la Méditerranée, c'est le Mare Nostrum en quelque sorte, comme disaient les Romains. Eh bien les Ottomans le reprennent à leur compte et font cet empire très brillant qui va durer jusqu'en 1924. D'ailleurs, les vizirs du sultan de la Sublime Porte, comme on l'appelait, s'appuyaient directement sur l'exemple romain dans la gestion qu'ils avaient d'un certain nombre de provinces. Il y avait une filiation quasiment. Alors complètement, et à l'instar des Romains, les Ottomans, le sultan était musulman. Alors il ne se disait pas calife, il disait qu'il représentait le prophète. Il faut expliquer ce qu'est un calife. Le calife, c'est le successeur du prophète. C'est celui qui est le successeur du prophète. Donc voilà, le calife, c'est à la fois le pape et l'empereur. C'est les deux en même temps. C'est ça qui est compliqué. Mais en tout cas, le sultan, lui, se dit simplement empereur, et comme les Romains, ce qui est la particularité de l'Empire ottoman, c'est qu'il y a un grand respect des minorités. Les Romains, ce que demandaient les Césars, c'était qu'on respecte l'empereur, et après ça, on pouvait avoir la religion qu'on voulait, les modes de vie qu'on voulait, etc. Ça dérangeait pas du tout Rome. Eh bien, l'Empire ottoman, c'est la même chose. Cet empire, pendant plusieurs siècles, ça va être un empire multi-ethnique, multi-religieux, voilà, tout est organisé. Il y a beaucoup de juifs dans l'Empire ottoman, il y a des chrétiens arméniens, il y a toutes les catégories de population et trucs, et on peut être comme on veut pourvu qu'on croit en l'empereur et qu'on paye l'impôt. Ça, c'est important. Et il y a pas mal d'esclaves. Et là, on aborde un des sujets qui fâche, si je puis dire. Alors effectivement, l'histoire moi je sais pas pourquoi ça fâche d'ailleurs, mais très souvent, effectivement, quand on parle, moi en tout cas, quand je parle de ce livre-là, il y a les gens qui disent oui, mais enfin l'esclavage, on reproche toujours à l'Occident l'esclavage, on reproche pas aux musulmans. Le monde musulman, l'Empire ottoman dont on parle, l'Empire abbasside, était des empires esclavagistes, c'est-à-dire que c'est une évidence qu'il ne faudrait absolument pas nier, comme l'était l'Empire romain, comme l'était la Grèce antique. Après tout, on peut plus exactement dire qu'il y a que l'Occident à partir du XVIIIe siècle qui sera anti-esclavagiste, mais le reste du monde a toujours été esclavagiste. Donc l'islam l'a été à ce moment-là, l'Empire ottoman, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est des spécificités qui sont particulières. Dans l'Empire ottoman, il y a quelque chose qui est très fascinant, c'est que tous les 4 ans, les janissaires, c'est les soldats du sultan, les janissaires vont dans les Balkans, ils raptent des enfants. C'est une sorte de garde prétorienne, en fait. C'est sa garde prétorienne, voilà. Ils raptent les enfants dans les Balkans, on appelle ça le devshirme, ça veut dire la récolte chez les Turcs. On prend les enfants les plus beaux, qui soient les plus robustes, on les ramène à Constantinople ou à côté, et là, ils sont élevés, et soit ils rentrent dans l'administration, soit ils deviennent des soldats, des janissaires à leur tour. Mais ceux qui rentrent dans l'administration, ces esclaves, ce sont des esclaves, mais ils peuvent monter au plus haut. C'est-à-dire que la majorité des grands vizirs, les premiers ministres du sultan de Constantinople étaient des esclaves. C'est extraordinaire quand on y pense. Ça, c'est un rapport à l'esclavage
qu'on n'a pas en Europe. En même temps, dans les mêmes années, au 14e, 15e siècle, etc., en Égypte, il y avait des gens dont on connaît le nom qui étaient les Mamelouks. Eh bien, les Mamelouks, de la même manière, c'est des esclaves qui étaient raptés dans les Balkans ou au nord de la mer Noire, dans ce qui est aujourd'hui vers la Tchétchénie, tout ça. Ils étaient raptés et ces Mamelouks devenaient les sultans d'Égypte. C'est-à-dire que c'est démentiel quand on y pense. Ce que j'ai trouvé peut-être de plus passionnant dans votre ouvrage, François Reinhardt, c'est ce que vous racontez sur la Première Guerre mondiale. J'ai envie de dire, vous déplacez le centre de gravité du premier conflit mondial et c'est très passionnant parce que je pense qu'on peut dire que c'est très vrai en vérité. On est totalement obnubilé par notre front occidental, nous, ce qui est normal évidemment avec tout ce qu'on a souffert. Mais il y a eu bien des choses en Orient. Alors, c'est sûr que la Première Guerre mondiale, elle bouleverse des choses en Europe. Les grands empires, l'Autriche-Hongrie, etc. disparaît. Mais ce qu'elle bouleverse en Orient, c'est extraordinaire. Alors, pour simplifier, pour essayer de résumer les choses, on peut dire que l'Empire ottoman, au début de la Première Guerre mondiale, il va du côté de l'Allemagne parce qu'ils se disent les Allemands veulent pas nous dépecer et ils vont gagner. Ils sont sûrs de ça. Donc, ils vont du côté de l'Allemagne. Et les Anglais sont évidemment les ennemis. Donc, les Anglais vont lutter contre l'Empire ottoman. Les Anglais sont en Égypte, qui est un protectorat anglais en 1914. Et donc, les Ottomans sont dans tout ce qui est aujourd'hui le Proche-Orient. Là où il y a la Syrie, Israël, la Palestine, etc. Tout ça, c'est l'Empire ottoman. Et les Anglais vont faire quelque chose d'extraordinaire et qui va faire ce bouleversement de la Première Guerre mondiale. Ils sont tellement déterminés à lutter contre les Ottomans qu'ils vont faire des promesses à tout le monde. Alors les Anglais, ils font 3 promesses. La première, c'est que là, dans tout le Proche-Orient, le Moyen-Orient, tout ça, c'est un monde arabe, mais qui est dominé par les Turcs. Donc ils disent aux Arabes, si vous vous battez contre les Turcs, on va vous donner un grand royaume après la guerre. Ça, c'est l'histoire de Laurence d'Arabie. C'est lui qui va auprès de son ami Faisal, et Faisal qui est le chef des Arabes, et il dit « Faisal, t'auras un royaume après la guerre. Oui. » Bon, ça, c'est la première promesse. Sauf qu'ils en font une deuxième en même temps. En même temps, comme ils sont les Anglais veulent absolument que les États-Unis rentrent dans la guerre, ils veulent donc ils font de grandes promesses aux États-Unis, et pour avoir les États-Unis, ils font aussi une grande promesse aux Juifs d'Europe qui disent on veut un pays là-bas. Donc ils font la célèbre déclaration Balfour qui est on va faire un pays. Il y aura des répercussions tellement considérables sur l'ensemble de l'histoire du XXe siècle, voilà. Bien sûr. Et ils font une troisième promesse, c'est que les Anglais ils sont les alliés de la France, et donc ils disent à la France oui, vous inquiétez pas, on va s'entendre et on va se partager les dépouilles de l'Empire ottoman après. Ce qui fait qu'après la guerre, il y a les Arabes, Faisal, le roi des Arabes, qui dit « mais moi je veux mon grand royaume arabe », donc tout le Proche-Orient sera un grand royaume arabe. Il y a les Juifs qui disent « mais nous, vous nous avez promis un État, on veut un État », tout ça est absolument légitime. Et les Français disent « non, on se partage tout ». Et donc, c'est ça qui prévaut, c'est le partage. Clémenceau, il règle ça avec Lloyd George, à Versailles ou à peu près, ou dans ces moments-là. Et donc, ils partagent, et les Français disent « on prend la Syrie et le Liban », donc ils créent de toutes pièces une Syrie et un Liban, c'est pas les pays qui existaient auparavant. Et les Anglais prennent l'Irak, qui crée de toutes pièces, c'est un pays qui a été créé par les Anglais après la Première Guerre mondiale, et ils créent la Jordanie et la Palestine en disant la Palestine, on sait pas trop, on verra ce qu'on en fera. Et les malheureux juifs qui arrivent là et qui veulent leur État, ils devront attendre encore, combien ça fait, entre 18 et 48, ça fait combien, 30 ans? 3 bonnes décennies. Voilà, 3 décennies pour avoir leur État. Et encore, ça c'est le début simplement. C'est le début. Sûr. Évidemment, le nationalisme arabe, qui est on va dire un corollaire, le pétrole, chapitre passionnant, l'islamisme bien sûr, les révolutions arabes, tout ça est au programme, si je puis dire, de cet Orient mystérieux et autres fadaises, un ouvrage que vous aviez conçu avec Isabelle Seguin et que vous lui dédiez d'ailleurs. Oui, Isabelle Seguin, c'était une éditrice de chez Fayard, qui était une de mes grandes amies, et puis qui m'a dit, il faut que tu fasses ce livre. Je l'ai fait, et voilà, elle est malheureusement morte pendant que j'écrivais, et donc voilà, je l'ai fait à sa mémoire. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet Orient mystérieux. 2500 ans d'histoire autour de la Méditerranée, c'est chez Fayard. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pas de retour aux origines aujourd'hui. Et oui Céline, ce n'est pas un retour aux origines que je vous propose aujourd'hui, c'est un retour à Historia, ou à la 4e édition de ce prix Historia. D'ailleurs, il faudrait dire bonjour Pierre Baron. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction d'Historia. Bonjour Patricia Crété. Bonjour. Qui est la rédactrice en chef, un rédacteur en chef, puisque après tout c'est une fonction Exactement. que vous occupez. Exactement. On devrait parler des prix Historia, Pierre, car comme l'année dernière, vous en avez remis 10. Pas moins, oui, 10 prix. 10 prix pour témoigner un peu de la variété de nos appétits, de nos engouements, de nos tropismes. Le prix de la meilleure exposition historique, le prix du roman policier, dont Patricia va parler tout à l'heure, le prix du roman historique,
Le prix de la meilleure expo, je l'ai dit, le prix de la bande dessinée. Alors, chaque prix, évidemment, fait l'objet d'une délibération de la part d'un jury. Il y a 10 jurys, et oui. il y a des présidents de jury. Patricia Crété, vous présidiez le jury du roman policier, en fait. Voilà, Oui. exactement, tout à Et fait. Pierre? Le prix spécial, c'est celui des présidents de jury. On prime chaque année une œuvre, quelle qu'elle soit audiovisuelle ou non d'ailleurs, un livre, une émission de télévision, avec 2 critères. Une œuvre de qualité qui est irréprochable sur le plan historique et une œuvre qui a rencontré un grand succès. C'est ça les 2 critères du prix spécial chaque année. Alors pendant toute la semaine, à la fin de cette émission, nous allons revenir sur les différents prix qui ont été décernés. À qui a été remis le prix spécial cette année? Le prix spécial a été remis à un site internet qui est paris3ds.com, qui a été réalisé par l'équipe de Dassault Systèmes. 500 000 internautes pour un site qui a 1 an d'existence. J'ai participé, moi, de loin à cette affaire, puisque c'était sur l'histoire de Paris, en fait. Ont été modélisés un certain nombre des grands monuments de la capitale et on les voit évoluer en fonction des décennies et des règnes. C'est tout à fait spectaculaire, évidemment, puisqu'on se promène en 3 dimensions dans les différentes époques. Assez faramineux et c'est surtout très visuel. C'est 2 ans de travail. Comme vous savez sans doute, Franck, ils avaient commencé à se faire la main, si j'ose dire, sur le plateau de Gizeh, avant de... Sur les pyramides d'Égypte. Absolument. Avant de modéliser donc, et de reconstituer la plupart des bâtiments emblématiques de Paris, avec des images, comme vous l'avez dit, totalement saisissantes. Je sais, ça passe mal en radio, mais il faut le voir. Ah si, non, mais je pense que l'image est faite pour passer en radio. Je passe ma vie à raconter ça et j'en suis convaincu. Et là, en l'occurrence, il faut imaginer, par exemple, Notre-Dame aux différentes étapes de sa construction. On voit l'ancienne cathédrale, on voit la disposition de la nouvelle, le plan, on voit peu à peu sortir de terre la croisée du transept et puis la nef et puis tout ça prend forme jusqu'à devenir la cathédrale, j'allais dire que l'on connaît pas tout à fait, puisque la cathédrale que nous connaissons, c'est celle du XVIIe siècle remaniée au XIXe, sur évidemment le modèle de la cathédrale médiévale, mais là on voit ces différentes étapes et on peut se promener dedans, encore une fois, c'est ça qui est, tout à fait extraordinaire. Pardon, c'est une dimension très importante, c'est interactif. Voilà, c'est ça veut dire qu'on va y trouver ce qu'on veut. Si on veut une évolution du site, comme vous le dites, on se balade au fil des années et on choisit de voir ce qu'on a envie de voir, y compris des évolutions de lieux. C'est vrai, par exemple, aussi pour la Tour Eiffel. On peut la prendre à 1889 pour l'exposition, mais on peut voir l'évolution du Champ de Mars sur 50, 60, 70 ans. C'est, encore une fois, saisissant à voir. Et puis ce sont des images qui parlent mieux que tous les discours. Alors il y a un prix auquel je suis moi très attaché. Je suis ravi que nous inaugurions cette semaine spéciale en compagnie de Patricia Crété. C'est justement ce prix du roman policier historique. Il me semble, alors on peut pas toujours juger les autres d'après soi-même, mais moi j'ai une véritable passion pour ça. Et je pense que l'un des bons moyens d'appréhender l'histoire, c'est justement le roman policier, parce que ça ajoute le petit grain de poivre, si je puis dire, qui manquerait parfois à certains essais ou à, Tout à fait. ou à certaines biographies. Et Olivier Bard de Cabusson, donc, qui a eu le prix cette année. Olivier Bard Cabusson. Voilà, donc c'est pas du tout un historien de base, mais il adore l'histoire, il adore s'amuser aussi. Et c'est pourquoi ce livre a été primé cette année. C'est parce qu'il justement, il est plein d'humour. Donc c'est vrai que on est bien loin de l'Orient et là on est dans une autre atmosphère. On est dans Paris aussi. On est dans le Paris de Louis XV. On est dans le Paris ça de fait Louis un peu XV. penser à Nicolas Le Floch pour tout ce qui à est fait. du Mais là, climat. voilà, l'originalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est particulièrement original parce qu'il a deux enquêteurs qui sont auprès de qui- Casanova quand même, il faut dire. Alors ça, c'était le précédent, hein. Donc Moi, c'est ce que j'ai c'était- lu en tout cas. Oui, Voilà, ça c'était le précédent. Celui-ci, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'on est dans le Paris de 1759 en plein hiver. Mhm. Il y a un meurtre qui est commis. On trouve dans un cimetière un homme qui est mort. On trouve un coq qui est égorgé et une fillette qui a été étranglée et qui est toute nue sur une tombe, les bras en croix. Et automatiquement, on pense à un rituel satanique et donc on fait appel, Sartine, le lieutenant général de la police, fait appel à ces deux Qui est en enquêteurs. train de devenir une célébrité 2 siècles après sa mort. Exactement. Mais là, ce sont vraiment les deux enquêteurs qui font toute l'histoire et qui font tout le succès, je pense, de ce livre. Donc Messe Noire d'Olivier Bard de Cabusson, c'est aux éditions Actes Sud. Et pour ceux qui veulent aller se promener sur le fameux site du Paris revu et corrigé, pas corrigé, mais revu par Dassault Systèmes en 3 dimensions, c'est www.paris3ds.com.
paris.3ds.com. On peut dire qu'Historia est dans sa mission, là, éclairer le présent à partir du passé. Y compris avec des images futuristes, on peut dire. Les prochains prix nous réservent quelques surprises, Pierre Baron? Ah, je crois que vous n'allez pas être déçus dans les jours qui viennent. Bon, écoutez, nous recevrons donc les différents présidents des jurys qui nous expliqueront aussi un peu comment ils sont venus à primer certains livres ou certaines œuvres. En toute indépendance, je m'empresse de le préciser. Tout à fait, nous sommes très indépendants. Totalement indépendants. Mais on lit beaucoup. Merci beaucoup. Vive Historia et vive l'histoire.